Donc, tel que mentionné, aujourd'hui, la présentation, ça va être sur 3 projets. En fait, c'est 3 projets de longue portée, avec tous des portées d'à peu près 70 mètres, mais dans 3 situations complètement différentes, avec des géométries différentes. Donc, ça fait 3 études comparatives intéressantes. Non, c'est vrai, c'est ici. Donc, le plan de la présentation, je vais commencer par me présenter et ensuite, je vais présenter l'expertise que j'ai et l'expertise que ma firme a en laminé-collé. Ensuite, on va parler du pont Makasagi. Ensuite, ça va être le stade TELUS et le stade de soccer Saint-Michel. Donc, ça, j'aurais dû corriger ça. Bon, juste rapidement, pour me présenter, mon nom est Louis-Philippe Poirier, je suis chef de service en structure chez SNC-Lavalin à Montréal. J'ai gradué de l'Université McGill en 2003 et j'ai fait une maîtrise par la suite à la Polytechnique en travaillant, spécialisé en génie sismique. Ça va faire presque 14 ans que je pratique en structure, en ingénierie, comme consultant. J'ai commencé dans des petites firmes, ensuite on progressé dans une firme de moyenne, ensuite chez SNC-Lavalin. Notre groupe, mon expérience principalement, c'est dans les domaines listés en bas ici. C'est beaucoup dans l'aéroportuaire, bâtiment principalement, l'aéroportuaire, dans l'institutionnel, récréatif, commercial, beaucoup d'agroalimentaire, pharmaceutique, minier. Il y a le volet pont également qu'on a développé une expertise. Et les projets en bois, c'est une expertise particulière qu'on a développée. Et les projets sur le pergélisol. Mon équipe et moi, on fait beaucoup de projets dans le Grand Nord du Canada et du Québec sur le pergélisol. Donc, en plus de faire des projets réguliers, majoritairement, nos projets, c'est quand même des projets d'acier, de béton très standards. Puis, on a des spécialités qui nous différencient des autres, étant le bois et le pergélisol. Je suis membre de quelques associations d'ingénierie au Canada. Et depuis 2011, je participe sur le comité de la norme CSA au 86 pour la norme de calcul de bois. Et dernièrement, je me suis joint à la norme S6 pour le volet conception de ponts en bois. C'est du temps que je consacre à l'extérieur du travail dans ces normes-là. Ça m'aide professionnellement à développer mes connaissances, à rencontrer des gens et à contribuer à notre expérience au développement des normes. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire. SNC-Lavalin, on est qui? SNC-Lavalin, c'est une firme de plus de 40 000 employés partout dans le monde. Ça va? Ouais. Okay. Changement. Après, je t'embête plus. Excuse-moi, je suis désolé. Pas de problème, mais le PDF de cette présentation avec vous qu'on est en train de faire sur vos sites de cours respectifs pour les étudiants qui sont présents. Donc, je disais, SNC-Lavalin, c'est une firme de plus de 40 000 employés. Notre siège social est à Montréal, sur René-Lévesque, mais on pratique dans plus de 100 pays. On vient de célébrer 105 ans. Notre 100e anniversaire, c'était en 2012, donc 103 ans, 104 ans. On voit ici, ça, c'est nos différents bureaux à travers le monde. Ça a l'air impressionnant, mais on est principalement concentré au Canada et beaucoup en Arabie saoudite, dans le domaine de pétrole et gaz. Les différentes divisions qu'on a chez SNC, on est vraiment présent dans un peu tout. De l'énergie, environnement, agroalimentaire, infrastructure et bâtiment. Ça, c'est mon groupe ici, ce qui est bâtiment et infrastructure. On est impliqué beaucoup dans les investissements, les mines, opérations et maintenance. On opère beaucoup de bâtiments, d'aéroports à travers le monde. On est beaucoup dans le pétrole et gaz. On a acquis, il y a 3 ans, 4 ans, la firme Kent, qui a rajouté 20 000 personnes à notre compagnie. On était
aux alentours de 25 000 à ce moment-là. On a acquis Kent, qui a rajouté 20 000, puis là, maintenant, on a réduit un peu, on est à 40 000. Donc, on est très fort en pétrole et pharmaceutique et télécom. Le groupe à Montréal, mon groupe, c'est un groupe de structure en bâtiment. On a une division pont à Montréal, qui est à peu près une centaine d'employés. Nous, on est dans la division bâtiment, structure. On est à peu près une cinquantaine. Entre 50 et 60, là, ça varie avec les stagiaires et les allées-viens. On a aussi du monde qui sont loués à des contrats, là, donc qui ne sont pas présents physiquement avec nous, mais qui font partie de l'équipe. Juste en gros, notre expertise, on est très impliqué dans des projets comme les aéroports. On a construit la maison symphonique. C'était un projet de design-build. Donc, on a un volet construction également à SNC. Donc, on a fait de la conception et la construction. Le planétarium, l'amphithéâtre de Québec, c'est des projets qu'on a réalisés dernièrement. Le CUSUM, ça a été un de nos plus gros projets dans les dernières années. Projet d'1 milliard à Montréal pour la nouvelle hôpital pour l'Université de McGill. Ça, c'est un projet design, build et opération. Donc, on l'a construit, puis là, maintenant, on l'opère pendant les prochaines 30 années. Sainte-Justine, également, c'est un design build. Ça, on vient de terminer. C'est un projet de 500 millions qu'on vient de compléter. Le nouveau pont Champlain qu'on est en train de construire, ça aussi, c'est un design build. C'est un joint venture. On est avec des partenaires, mais à SNC, on est en charge d'une portion de la conception et de la construction. Nous, à SNC-Lavalin, on a conçu toutes les... il y avait 3 firmes d'ingénierie qui étaient impliquées dans le projet. Nous, on s'est occupé des piliers. Il y a une firme à San Francisco qui a fait de la conception du pont Aubané, la section Aubané. Et la superstructure a été faite par une firme à New York. Et il y a eu des échanges de contre-vérification et tout. Donc, on est impliqué dans quelques portions du pont, en plus de la construction. C'est nous qui gérons la construction. Et on fait des tours des gratte-ciels. Bon, ça, c'est un peu fatigant. OK. Bon, l'expertise en bois laminé collé, c'est le but aujourd'hui. Nous, en fait, moi, je travaillais pour une compagnie qui s'appelait Stavibel, qui était principalement basée en Abitibi et avec un petit bureau à Montréal. À peu près 300 ingénieurs et techniciens. Et on était acquis par SNC-Lavalin en 2011. Donc, c'est là qu'on a transféré. Mais Stavibel, on avait développé une expertise en bois à travers un partenariat avec Nordic, Chantier Chibougamau, qu'on a commencé aux alentours de 2008-2009. Chantier Chibougamau et la filiale Nordic commençaient leur aventure dans le laminé collé et n'avaient pas encore l'expertise interne pour développer leur projet. Donc, nous, on s'est associés avec eux pour leur fournir les services d'ingénierie. Et on a fait pendant quelques années la production des dessins d'atelier pour eux, la conception et le détaillage de toute leur ferrure et du bois. Et avec le temps, maintenant, aujourd'hui, on a une équipe interne qui est capable de faire la majorité de leurs projets et on donne un support de temps en temps. Mais c'est comme ça qu'on est parti. On a vraiment commencé en partenariat avec eux. C'est là qu'on est allé chercher le gros de notre expérience. Donc, les services qu'on offre, c'est l'ingénierie de projets standards, donc les études, plein de vie, surveillance des travaux, etc. Donc, ça, on offre ça soit à des clients ou soit on peut l'offrir à des manufacturiers. Et on offre des services d'ingénierie de fabrication. Donc, ça, c'est le détaillage des connexions puis la préparation de dessins d'atelier. Donc, ça, c'est axé vers les fabricants. Je vais vous présenter juste quelques projets qu'on a faits au courant des années. Je vais vous donner une idée. Ça, c'était l'usine Cascade à La Chute. C'était 70 000 pieds carrés. C'était un des premiers projets avec un pont roulant c'était 20 tonnes qui était déposé sur une structure de bois. On a fait des projets ici, c'est la Bouchette qui est dans la région. Des arénas, on en a fait quelques-unes. Ça, c'en est une à Chelsea. On a fait de l'aréna ici, localement, sur le campus. Nous, c'était un design build, donc on n'était pas les ingénieurs de référence sur le projet, mais c'est nous qui avons fait de la conception pour Nordic de la toiture. Donc, toute la portion en bois, c'était un mandat design build qui avait été donné. On a fait des projets
ça, c'est un bâtiment centenaire qu'on a agrandi. Le pavillon des sciences de l'Université de Québec en Abitibi-Témiscamingue. C'est un beau bâtiment de 3 étages. Des ponts. On a fait des centaines de ponts de ce type-là, des ponts forestiers. Ça, c'est un pont qu'on a fait pour le ministère des Transports du Québec, pour la route des Montiches. La route des Montiches, on l'a terminé. Ce projet-là, la route des Montiches, ça relie Chibougamau à la mine Renard. Et il n'y avait pas de route il y a quelques années. Donc, le gouvernement avait commencé à construire une route pour relier Chibougamau à la mine. Et la première moitié de la route a été construite de façon conventionnelle. C'est l'MTQ qui a financé avec vraiment de façon conventionnelle. Et les coûts ont un peu explosé. Donc, le premier pont, ça, c'était un des ponts qui était conventionnel par l'MTQ, route nationale. Et ça, ensuite, les coûts ont explosé. Donc, ils ont transféré la deuxième moitié de la route à la mine Renard, qui ont construit eux-mêmes le restant de la route de type forestière. Il y avait 16 ponts qu'on a tous faits en bois sur le restant de la route. Là. Donc, puis ils ont pu sauver beaucoup d'argent en faisant de cette façon-là. 120 Saint-Paul, ça, c'est un projet qui est en construction présentement. Il était supposé être un 6 étages en CLT poteau-poutre. Ça va être un 2 étages en béton puis un 4 étages au-dessus en CLT. D'autres exemples, l'aérogare de Chibougamau qu'on est en train d'agrandir présentement. Éventuellement, le projet, ça, c'est pour le FP Innovation à Saint-Laurent, leur bureau administratif. Ça serait, si ça se réalise, là, à date, on a terminé la phase études préliminaires. On a fait une conception avec les architectes, défini les coûts de construction. Et on attend le go pour poursuivre la préparation des plans de vie. Si ça va de l'avant, ça va être un des plus gros projets en bois au Canada, sinon peut-être international, parce que c'est absolument énorme comme projet. Donc, ça fait le tour un peu de je suis qui. Juste pour me donner une idée de qui est dans la salle, est-ce que c'est possible pour vous de lever la main si vous êtes au bac, dans le cours Sylvain? OK. À la maîtrise? OK, quand même pas mal. Et haute de l'externe? 1, OK, c'est bien. Et dans le groupe, il y en a-tu que... levez la main si vous voulez aller vers la consultation en structure. 1, 2, OK. Peut-être, OK. Fait que les autres, c'est dans le cadre d'un cours. Parce qu'effectivement, le génie civil, et vous, c'est peut-être spécialisé en bois, c'est ça, le génie du bois. Il y a vraiment beaucoup d'axes qu'on peut aller. Ce que je vous présente aujourd'hui, c'est le côté structure qui est ma spécialité. Mais merci. Fait que je vais commencer avec la première étude de cas. C'est le pont Makasagi. Mais avant de commencer de parler du pont, je vais juste vous faire une petite introduction sur les ponts en bois en Amérique du Nord. En fait, en Amérique du Nord, il y a à peu près 800 000 ponts. Là, j'ai inclus le Canada et les États-Unis. Et sur ces 800 000, il y en a moins de 2 Il y en a moins de 2 qui sont en bois. Fait qu'on voit qu'il y a vraiment un marché, il y a un potentiel de marché important là, que le bois, il ne va pas chercher présentement. Parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est que les ponts en bois qui offrent la même durabilité, la même capacité qu'une structure en acier ou en béton. Et je crois qu'il y a encore, puis c'est très normal, il y a encore une crainte qui est présente par rapport à la capacité du bois en termes de durabilité. Le MTQ, en 2009, ils ont commencé, c'est leur premier projet pilote qu'ils ont fait. Parce que le MTQ, ils ont vraiment... ils ont le contrôle sur ce qui se fait au Québec, évidemment. Et ils sont très sécuritaires. Ils veulent... c'est tout à fait normal. Ils veulent s'assurer que les ponts qui sont construits sont de qualité et ont la durabilité nécessaire. Donc, ils ont toujours eu une réticence à aller de l'avant avec des projets en bois. Et en 2009, ils ont lancé leur premier projet pilote, qui est un pont en bois. Je pense que j'ai un slide ici. Et ce pont-là, ils l'ont construit, puis ils ont mis des jauges, puis ils vont le monitorer pendant plusieurs années. Et ça devrait ouvrir la porte éventuellement à plus de projets en bois pour
pour des routes provinciales avec le ministère des Transports. Dernièrement, il y a quelques années, FP Innovation, ils ont fait un voyage en Norvège, puis je vais juste vous présenter quelques conclusions de leur visite. En fait, la Norvège, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs années, ils ont développé un projet pilote de mettre le bois de l'avant en premier. Donc, ils ont vraiment poussé pour que la majorité de leurs ponts soient construits en bois. Donc, depuis quelques années, il y a plus de 80 ponts qui ont été construits là-bas en bois. Puis, si on regarde un peu ce qui se fait avec leurs ponts, ça, c'est quelques exemples. Donc, ça, c'en est un intéressant avec une super structure. On voit que, puis on va le voir dans pas mal tous les projets, il y a tout le temps une attention qui est prise pour recouvrir la portion du bois qui est exposée aux intempéries directement. Donc, on le voit sur les photos. En haut, il y a un flashing en aluminium qui a été installé. Et le bois est revêtu d'un créosote dans ce cas-ci pour protéger toutes les surfaces exposées. Fait que c'est des détails qu'on va retrouver dans la majorité des exemples. Ça, c'en est un autre exemple d'un très beau pont suspendu qu'ils ont fait. On voit qu'en haut, il y a encore une fois une tôle qui a été installée pour protéger de l'appui direct. Également, sur le côté des poutres, ils ont installé des éléments de revêtement architecturaux et de protection, un peu sacrificiels, qui protègent la poutre qui est à l'intérieur de... Ça, c'est un autre exemple. Quand même assez impressionnant. Ça, c'est un pont de 200 mètres de longueur avec une belle superstructure. Donc, on voit que c'est tout à fait possible de construire des ponts intéressants en bois. Ici, il y a un très beau pont. Ça, c'est une passerelle piétonnière. Donc, ce qu'on peut retenir de ce que les Norvégiens font, c'est que faut protéger le bois d'une exposition directe aux intempéries, donc toujours garder ça en tête. Dans leur cas, le bois est recouvert d'un enduit protecteur. Ça doit tout le temps être fait. Dans leur cas, ils utilisent le créosote. En Amérique du Nord, le créosote est un peu controversé parce que côté environnemental, c'est pas très, très bon. Par contre, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un matériel, c'est pas un enduit qui peut être utilisé. Il faut juste faire attention avec ça. Parce que c'est un très bon produit pour protéger le bois. Puis, c'est ça. Toujours porter attention à l'évacuation de l'eau. Donc, il n'y a jamais d'accumulation d'eau qui reste en permanence contre le bois. Donc, ça, c'est ce qu'on peut retenir de ce qu'ils ont fait. Donc, je passe au projet. Le pont Makasagi, les particularités avec le pont. Donc, c'est un pont qui est entièrement en bois. C'est en fait le deuxième portée simple au monde. Puis on l'a seulement appris, une fois qu'on a complété le projet, qu'il nous manquait 1 mètre pour être le pont le plus long. Là. Donc, à avoir ça, on aurait déplacé un peu les culées, mais quand même, il faut vivre avec. C'est un cas de chargement très lourd. Je vais vous montrer pourquoi, mais c'est 3 fois plus lourd qu'un camion régulier qui passe sur ce pont-là. C'est un système structural innovateur. C'est une première mondiale qui a été faite. L'utilisation d'un nouveau type de matériaux. Ça, c'était le premier projet qui a utilisé du CLT au Québec. Nordic venait juste de terminer leur usine, d'ailleurs qu'on a participé pour la conception. Puis c'était la première fois qu'ils utilisaient leurs produits. Et une des particularités, c'est la complexité des connexions qu'on va voir dans la présentation. Et c'est un projet en design intégré, donc dès le début du projet, les ingénieurs, les entrepreneurs et le manufacturier étaient assis autour de la table dès le début. Le projet n'aurait pas pu se réaliser si on n'avait pas eu ce type de collaboration. Donc, mise en contexte, le client pour le projet, c'était Chantier Chibougamau. Pourquoi un pont? Bien, Chantier Chibougamau, il possède une grande forêt autour de leur usine et ils voulaient exploiter une nouvelle section de leur forêt. Et pour y accéder, il y avait une rivière qui traversait. Donc, ils ont fait des calculs économiques puis ils ont jugé qu'il
qu'il était temps d'aller exploiter cette portion de forêt-là et qu'un pont d'un coût qui évaluait au début à 2-3 millions était justifiable. Les contraintes de construction, la rivière comme telle, c'est une zone de reproduction pour l'esturgeon jaune. Donc, on était limité par rapport à ce qu'on pouvait faire. Il ne fallait pas réduire le débit de l'eau. Il n'y avait aucun pilier qui était permis en rivière. Et on ne devait pas rétrécir la largeur de la rivière. Également, on devait avoir une certaine clairance verticale en dessous du pont parce que c'était... il y a une communauté autochtone pas loin du pont. Donc, il fallait prévoir que quelqu'un debout sur un canot pouvait passer en dessous. Donc, on a dû donner un dégagement minimum en dessous du pont. Autre contrainte, mais les chantiers étaient très, très serrés. On a commencé à discuter du projet en juillet 2011 et le projet devait être terminé début 2012. Donc, on concevait puis fabriquait en même temps. Et fait que ça a été vraiment un peu rock'n'roll. Ce chantier est éloigné, mais Chibougamau s'est éloigné en partant. Là. Mais le chantier était à 2 heures de Chibougamau, donc c'était vraiment en profondeur dans la forêt. Et les coûts, mais les coûts, c'est toujours une contrainte. Bon, le projet est à Chibougamau. La première chose qu'on a faite, c'est on est parti en hélicoptère. On a étudié trois passages possibles là, pour le pont. On a fini par choisir celle-là ici parce que, premièrement, le terrain était assez plat de chaque côté, donc ça nous permettait de venir installer une route assez facilement. Et la portée était quand même... Il y avait une petite réduction de la largeur de la rivière à cet endroit-là, donc on jugeait que c'était un bon endroit. Mais il n'y avait vraiment rien de scientifique. Là, on s'est promené, on s'est dit « OK, c'est celle-là », puis on passe ici. Charge de conception. Bon. C'est la contrainte de conception pour notre projet, c'est un camion forestier de 180 tonnes. Typiquement, un pont régulier, c'est conçu pour un camion de 62 tonnes. Donc, tous les ponts à 95 % sont conçus pour 62 tonnes, avec le CL 625, défini dans le code S6 pour la conception des ponts. Dans notre cas, le cas de chargement, c'est le camion de forestier, qui est 3 fois plus lourd qu'un camion régulier. Donc, les normes qu'on a utilisées pour la conception, on est en 2011, donc c'était les normes qui étaient disponibles à l'époque. Donc, on a utilisé le code de conception des ponts, la S6. On a utilisé la O86 pour la norme de calcul des charpentes en bois. À cette époque-là, en 2010, tout ce qui était connexion a été amélioré depuis. Donc, à cette époque-là, on se fiait beaucoup sur l'Eurocode et le code suisse pour complémenter ce qu'on retrouvait dans la norme canadienne. Puis pour les connexions, c'est les mêmes normes et la norme d'acier, parce qu'il y a toujours dans les connexions de l'acier. Bon, on voit ici une vue en plan en haut, puis une élévation du pont. Donc, le pont, c'est un pont d'une seule voie de largeur. On va voir une coupe par la suite. Constitué de deux caissons à claire-voie qu'on va voir par la suite. Qu'on voit ici, en fait, la coupe. Donc, 2 caissons qui font 3,6 mètres de haut par 1,5 mètres de large, composés de lamelés collés pour les armes inférieures et supérieures et de CLT pour les ailes inférieures et supérieures. Pour les armes, c'est en CLT. Ensuite, OK, je vais passer ici. Fait qu'on voit ici, ça c'est un une vue isométrique du lamelé collé. Donc, ça c'est les ailes supérieures et inférieures. Ensuite, on avait 2 couches de CLT qui étaient installées en diagonale à 45 degrés pour faire notre arme. Fait qu'on avait une couche qui était orientée de l'intérieur en diagonale vers l'intérieur, puis la couche extérieure était en diagonale sur l'extérieur. Puis c'était stratégique de les mettre dans cette orientation-là. Je vais vous montrer pourquoi tantôt. Voici une vue agrandie du tablier. Donc, le tablier, c'était un CLT de 5 plis.
avec la ligne de tireté, c'est une membrane d'étanchéité qui protégeait le dessus du caisson. On avait une deuxième membrane d'étanchéité au-dessus du CLT. Donc, en dessous de cette membrane d'étanchéité, c'est notre structure principale qu'on essaie de protéger. À l'extérieur de ça, au-dessus et sur les côtés, qu'on va voir plus tard, c'était notre bois sacrificiel, donc qu'on prévoit remplacer aux 10-15 ans, dépendamment de l'utilisation du pont. Donc, on a notre voie de roulement en haut, qui est des traverses de bois couché. Et ce qui est typique des ponts forestiers, il n'y a pas de glissière sur le côté des ponts, c'est juste des chasse-roues. Donc, on voit ici le détail de chasse-roues qui a été utilisé. Pour la conception, on a utilisé la modélisation d'éléments finis. On a fait des modèles en 2D, en 3D. On voit ici un modèle SAFI, mais on a utilisé aussi SAP pour contrevalider nos résultats. On a fait des modèles aussi de plaques, donc de poutres, de plaques, un peu de tous les types, pour vraiment aller chercher les enveloppes. C'est un principe qui est applicable n'importe quand on modélise, c'est d'aller chercher toutes les différentes façons de le faire pour s'assurer de couvrir toutes les différentes situations qu'on pourrait retrouver, puis aller créer une enveloppe des pires efforts. On voit également ici, c'est un pont à une seule voie, donc on devait considérer que le camion n'était pas parfaitement centré sur le pont. Donc, le pire cas de chargement, c'est quand le pont est désaxé, ça fait une charge supplémentaire sur un des deux caissons. Donc, c'est de la statique qui est très de base pour déterminer la contribution des deux caissons. Donc, on voit des résultats d'éléments finis. En haut, ça montre les efforts en flexion dans les membrures. Vous voyez, on l'a modélisé comme une ferme. Pourquoi? Parce que, en fait, on a des panneaux, je vous l'ai dit, c'est des panneaux qui sont installés à 45 degrés. Les panneaux de CLT, ça fait 2,4 mètres de large. Okay? Ça peut avoir la longueur jusqu'à 19 mètres, 20 mètres, mais ça a toujours 8 pieds de large. Dans notre cas, on a décidé de les installer à 45 degrés, 2 couches, comme je l'ai montré. Et il y avait toujours un espace d'air libre entre les panneaux. Donc, il n'y avait pas une continuité de lampe. Donc, les panneaux n'étaient pas attachés ensemble, ils étaient juste attachés aux extrémités sur l'aile supérieure et inférieure. Fait qu'en fait, on parle d'une poutre caisson, mais ça agit plus comme une ferme. Donc, on l'a modélisé en tant que ferme et en tant que plaque. Puis, on voit ici qu'il y a des petits espaces entre chacun des éléments. Donc, ça représente la réalité, le petit espace. Fait que chaque panneau travaille individuellement. Deux raisons pourquoi on a fait ça. Mais, premièrement, on voulait que le caisson puisse respirer. On voulait que l'air puisse rentrer et que ce ne soit pas un élément en bois fermé qui retient l'humidité. Donc, circulation d'air. Et on voulait éviter les coûts de connecter chacun de nos panneaux ensemble pour aller chercher la pleine capacité des panneaux. Ça aurait amplifié davantage les connexions. Puis vous allez voir qu'il y en a pas mal déjà des connexions sur le projet. Donc, c'était l'approche. Donc, modélisé en tant que ferme et avec des plaques. On voit ici qu'il y a des moments, ça en haut, c'est les moments, comme je le mentionnais, il y a des moments dans les panneaux. Généralement, quand on modélise une ferme, on va modéliser les éléments, les diagonales avec des joints rotulés de part et d'autre des éléments. Initialement, on se disait, c'est une ferme, ça pourrait être des joints rotulés. Mais en réfléchissant, on se disait, les panneaux font 2,4 mètres de large, puis il va y avoir quand même pas mal de connecteurs dans ces panneaux-là. Donc, c'est dur d'imaginer que nos éléments de 2,4 mètres de large vont agir avec une rotule aux extrémités. Donc, on s'est dit, on va le modéliser en tant qu'encastrement aux extrémités et on va concevoir nos connexions en conséquence. Ça va augmenter la rigidité de la ferme et ça va être plus réaliste par rapport à la réalité. Donc, on voit ici, c'est pour ça qu'on voit qu'il y a des moments dans nos panneaux à cause des encastrements. Fait que c'est vraiment tous des joints encastrés. Ici, au centre, c'est nos efforts axiaux. Donc, on voit évidemment que les efforts axiaux sont au maximum dans l'aile supérieure et inférieure. Et il y a un petit peu d'efforts axiaux dans les panneaux. Donc, la capacité des membrures. Pour ceux qui connaissent le lame décollé, à gauche, c'est les propriétés du bois Nordic Lame.
C'est du très bon matériel avec 33 MPa en compression. C'est vraiment, c'est semblable à du béton. Le CLT, par contre, ça a des capacités un petit peu plus faibles. Donc, on voit à droite les capacités, les propriétés du CLT. Donc, pour la conception des poutres supérieures et inférieures, donc nos ailes inférieures et supérieures, qui étaient principalement en traction avec un peu de flexion dedans, bon, on voit ici les différentes cas de chargement, combinaisons de contraintes qu'on a évaluées, donc en compression et flexion, en traction et en flexion. Puis on voit ici les composantes. Pour les panneaux extérieurs, c'était principalement de la traction qu'on retrouvait, du cisaillement et de la flexion. Donc, ici, on voit une image qui montre comment on les a reliés pour reprendre la traction, la flexion et le cisaillement. Les panneaux extérieurs sont fixés dans le côté de notre poutre, de nos poutres supérieures et inférieures, avec des vis qui sont insérées en diagonale à 45 degrés. Les panneaux intérieurs, eux, à cause de l'orientation qu'on a donnée, sont principalement en compression, flexion et cisaillement. La raison pourquoi on les a orientés dans ce sens-là, c'est que la compression, elle se transfère très bien en pression de contact, en bearing. Donc, on voulait bénéficier du fait qu'on pouvait mettre notre panneau intérieur appuyé sur la poutre et aller transférer l'effort de compression sur cet appui-là. Donc, c'est pour ça qu'on a orienté les panneaux extérieurs dans le sens qu'on a orienté, puis les panneaux intérieurs dans l'autre sens. Ici, on voit un dessin d'atelier d'un panneau extérieur. Donc, on voit que à chaque panneau, les panneaux du centre, il y avait plus de flexion dedans et un peu moins en s'en allant vers l'extrémité. Donc, chaque panneau avait un patron de clouage. Dans les panneaux centraux, on parle d'à peu près 476 vis en haut, 476 vis en bas, okay? Par panneau. C'est incroyable. On parle de vis ici qu'on a utilisées, c'était des vis de type assis, de 10 mm de diamètre x 300 de long, en 45. Pour ceux qui connaissent un peu les vis, une vis, ça performe très, très bien en traction. C'est la meilleure façon d'utiliser une vis, c'est en traction. En cisaillement, c'est un peu moins... la capacité est un peu moindre. Donc, en mettant la vis à 45 degrés, on la développe en traction, on peut aller chercher des capacités beaucoup plus élevées. De là pourquoi on les a installées en 45 degrés. Le désavantage, c'est que si on veut travailler en traction, il faut toujours avoir des vis qui se croisent. Parce qu'il y en a une, quand les moments sont dans un sens, mais ils vont travailler en traction, puis quand les moments sont dans l'autre, mais là, c'est l'autre vis. Donc, ça, c'est le type de patron qui est utilisé. Je vais juste fermer ça. Je vais en parler tantôt, il y avait des joints de transport qu'on voit ici. Ça a été un problème pour la fixation de quelques-uns des panneaux, parce qu'à ces endroits-là, on n'avait pas assez de place pour insérer des vis à cause qu'on avait notre fameux joint de transport en arrière. Donc, on a dû développer des détails particuliers à ces endroits-là. Maintenant, les panneaux intérieurs. Je l'ai mentionné, ceux-là sont principalement en compression, en flexion et en cisaillement. On voit ici le détail de connexion. Donc, la contrainte en compression est transférée en pression de contact et la contrainte en flexion et en cisaillement est reprise par ces étriers-là qu'on a développés. Les étriers, ce que c'est qu'il y a une plaque qui est sur le côté, puis il y a une plaque horizontale puis, avec des raidisseurs qu'on voit à gauche ici. Ici, ça, c'est le dessin d'atelier. Donc, c'est une combinaison ici de clous et de vis qui a été utilisé. Des clous annelés dans le côté, puis des vis verticales qui travaillent en traction. Là. Donc, encore beaucoup de vis ont été utilisées et de clous à ces endroits-là. Les joints de transport. Les joints de transport, c'est toujours le nerf de la guerre dans des projets de longue portée. On va le voir dans les autres projets également que je vais vous présenter. Mais pour le pont, étant donné qu'on a 70 mètres de portée, en fait, c'est 68,7, je pense, ou 69, c'est impossible de fabriquer des poutres de cette longueur-là. La capacité de production, là, ça dépend d'un manufacturier à l'autre, ça dépend de combien de place qu'ils ont dans leur usine, s'ils sont capables d'installer les éléments. Pour Nordic, leur capacité de fabrication, c'est 25 mètres. C'est la limite qu'ils sont capables, vraiment physiquement, dans leur usine, de travailler. Donc, on savait que sur notre projet, on devait avoir au moins
on devait couper nos poutres de caisson avec 2 joints de transport. Donc, on voit ici les endroits des joints. Fait qu'au total, on avait 6 caissons qui allaient être livrés au chantier. Juste pour donner une idée, ordre de grandeur, la capacité, on s'entend sur une poutre en appui simple, les moments sont au maximum au centre, puis le cisaillement est maximum aux extrémités, puis le cisaillement il est à peu près 0. Il est 0 au centre, puis fait que nous, on avait un peu de cisaillement à reprendre à ces endroits-là, puis on avait quand même des gros moments. Le moment est maximum au centre, mais il réduit pas très rapidement vers l'extrémité, donc on avait quand même des gros moments. On avait 36 000 kN à reprendre dans ces connexions-là. Étant donné qu'on a une poutre de caisson qui fait 3,6 mètres de haut, ça fait à peu près 8-9 000 kN en traction et en compression à reprendre, ce qui est quand même substantiel. Donc, ce qu'on a développé, on a un joint de transport dans le haut, puis un joint de transport dans le bas des poutres de caisson. En bas, il est en traction, puis en haut, il est en compression. Celui en compression est toujours plus facile. Ça, c'est celui en compression. Donc, on voit une photo ici. On a des plaques. On a un joint acier-acier. Donc, c'est des plaques, un d'un bord, 2 de l'autre, avec 4 grosses pins. Ça, c'était des pins de 6 pouces, je crois, des pins d'acier plein. Tight fit, donc il y a 1 mm de jeu par rapport entre l'ouverture et la dimension de la pin. Donc, la connexion acier-acier, c'est à travers ces pins-là. La connexion acier-bois, étant donné qu'on est en compression, mais c'est relativement facile à faire dans ce cas-là. Donc, ça se fait en pression de contact. Notre bois a une très bonne pression en contact de 33 MPa longitudinale. Donc, en ayant une plaque assez rigide, avec les raidisseurs qu'on a mis, on peut transférer cette pression-là en contact. On a mis des boulons également dans le haut. Ça, c'était pour reprendre les efforts hors plan qu'on avait de vent pendant la construction et long terme. Mais sinon, on aurait pu, si c'était vraiment juste axial pur, on aurait pu ne pas mettre de boulon du tout, puis ça aurait été correct. La connexion qui est toujours la plus difficile, c'est celle en traction. La traction, c'est toujours ce qu'il y a de plus dur à reprendre. Donc, celle-là ici, c'était aux alentours de 8, comme j'ai mentionné, 8-9 000 en traction. Donc, ça, c'est un ISO de la connexion. On a exactement la même connexion acier-acier. Donc, c'est identique. Plaque double, plaque simple qui rentrent un dans l'autre avec 4 pins de 6 pouces. Fait que ça, c'est la portion facile. Ensuite, côté connexion acier-bois, dans ce cas-là, on a utilisé des vis autoforeuses de type, comme on voit ici à gauche, à droite, excuse-moi, sur l'écran, là, c'est des WT. C'est ça. Ça, c'était du 7 mm. Donc, l'avantage de ces vis-là, c'est qu'il y a la pointe autoforeuse. Il n'y a aucun prépercement qui est fait. Les plaques d'acier, dans le bois, il y a des fentes qui sont faites pour insérer les plaques d'acier. Et ces vis-là, ils forent à travers le bois et à travers jusqu'à 3 plaques d'acier. Donc, il n'y a aucun prépercement, c'est tight fit, puis c'est fait en usine. Donc, on a à peu près 450 de ce type de vis-là en haut et en bas, fois 2, fait que ça donne le nombre de vis qu'on avait sur ces connexions-là. Ça, vraiment, ce type de vis-là, c'est quand on a de la place là, pour les mettre, là, comme on avait des poutres quand même assez larges, c'est ce que ça a une très bonne... Ça peut aller chercher des très bonnes capacités. C'est vraiment, là, ça en est une très bonne à garder en tête quand on a des connexions à haute capacité en traction. Ensuite, les charges latérales, on a fait des modèles d'éléments finis pour voir comment notre pont allait réagir sous les charges de vent qui sont sur le pont, mais également les charges de vent qui sont sur les camions. On a détaillé des diaphragmes qui relient les poutres ensemble. Donc, dans notre modélisation, ça nous donnait une déflexion latérale de 30 mm, ce qui était acceptable pour nous. Avec la modélisation, on a détaillé notre tablier, les contraintes dans le tablier provenant du vent. Ça, c'est les dessins d'atelier de comment on a fixé les panneaux de CLT sur les poutres caissons. C'est
c'est comme un diaphragme de bâtiment sur 2 appuis. Donc, de façon latérale, on a notre diaphragme. Le cisaillement est maximum aux extrémités, puis il est presque nul au centre. Donc, les panneaux aux extrémités, il y avait beaucoup plus de clous, de vis, pardon. Donc, on a utilisé encore une fois des vis installées en diagonale et des vis aussi verticales pour augmenter la capacité. On utilise des Bluemax. Ensuite, les appareils d'appui. Le type d'appareil d'appui qu'on a utilisé pour notre pont, c'est vraiment un type très standard qui est utilisé sur toutes sortes de ponts. On a utilisé des pot bearings. Initialement, on voulait y aller avec des appareils d'appui en élastomère frété, mais les déformations, surtout de la rotation, à cause de la poutre est très élevée, les élastomères frétés n'avaient pas les déplacements suffisants pour notre situation, donc on allait avec des pot bearings. Ce que j'aime pas de la photo, c'est qu'on dirait que c'est rouillé, mais en fait, il venait tout juste de souder au chantier les plaques, donc c'est des éclats de soudure. Tout ça, ça a été retouché par la suite avec du Galvicon. On voit ici une vue des appareils d'appui. D'un côté, évidemment, c'est un appui fixe, de l'autre côté, c'est un appui mobile. Les diaphragmes d'extrémité dans un pont sont toujours conçus pour être capables de reprendre le poids du pont. Donc, le jour qu'on veut venir remplacer les appareils d'appui, on doit être capable de venir installer un vérin en dessous ici, puis lever le pont. Fait qu'on voit ici qu'il y a une très bonne connexion qui a été faite pour le diaphragme d'extrémité. C'est pour permettre la maintenance. Joint de dilatation qu'on a utilisé, il n'y avait pas vraiment d'exemple qui existait pour des ponts en bois, donc on en a développé un. En fait, on s'est inspiré sur ce qu'on fait sur nos ponts bien standards en béton, puis on l'a adapté pour la portion bois. Donc, du côté de la culée de béton, c'est très standard. C'est un HSS qui est encastré dans le béton. C'est 2 HSS. Puis du côté pont, on a un HSS qui est fixé au tablier. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu mettre des trous dans le HSS pour pouvoir venir insérer des tire-fonds pour le fixer dans le tablier. Puis ensuite, on a rempli l'HSS d'un coulis de ciment. Puis, en termes de maintenance, ce qu'on doit faire comme maintenance sur des joints de dilatation, c'est on remplace l'élastomère. Donc, ça peut être fait sans problème dans le futur. Maintenant, je vais vous montrer quelques photos de la fabrication des éléments. À gauche, on voit une poutre laminée collée qui est en train de se faire usiner. À droite, ça, c'est le banc de montage pour le CLT. On voit qu'ils viennent installer une couche longitudinale. À droite, ici, c'est les éléments transversaux. Puis, fait que ça, c'est le banc de travail. Ça, c'est 8 pieds de large par 19 mètres. Fait que ça, c'était nos contraintes par rapport au CLT. On voit ici, ils sont en train d'installer le joint de transport en traction. Donc, on voit que l'ouvrier, en fait, c'est la machine CNC qui a fait 3 traits ici, en haut, 3 traits ici en bas. Puis, ils sont en train d'insérer la ferrure d'acier. On voit qu'il n'y a aucun prépercement. Tout ça, c'est fait par la suite avec les vis autoforeuses. On voit ici une photo à l'intérieur des caissons. On a des raidisseurs pour s'assurer d'avoir une rigidité interne, mais on a mis des trous pour permettre de circuler à l'intérieur du caisson. On parle de 3,6 mètres de haut, fait qu'il y a en masse de place pour circuler. Ça permet de faire des inspections sur la vie utile du pont. Il y a également, dans chacun des caissons, à une extrémité, il y a une trappe d'accès qu'on a détaillée pour permettre de rentrer dans le caisson. On voit ici, ils sont en train de fabriquer une des poutres de caisson. On voit l'ouvrier qui est en train d'installer les clous sur un panneau intérieur. On a rajouté des trous, des forages dans nos panneaux. Ici, c'était pour augmenter la ventilation qu'on voulait avoir à l'intérieur de nos poutres. C'était pour éviter d'avoir une zone humide contrainte. Ici, ils sont en train d'installer la poutre supérieure avec leur pont roulant. Et on voit ici, ça, c'est une poutre qui est en transport. On voit en haut, ils ont vraiment installé le plus de panneaux possible en usine. Évidemment, on veut faire la préfabrication, c'est ce qu'il y a de mieux, et faire le moins possible au chantier. Par contre,
à cause des joints de transport, mais les panneaux, les autres panneaux qui restent, eux autres sont installés au chantier. On a détaillé des ferrures temporaires pour le transport, entre autres. Donc ça, c'en est une. C'est un écartateur pour écarter le joint en compression du joint en bas. Fait que, je voulais mentionner les pins, il fallait que ça rentre, c'était tight fit, il y avait 1 mm de jeu, donc il fallait vraiment que les connexions soient parfaites. Donc, avec cet élément-là, on s'assure que l'écartement est parfait. Donc, la méthodologie de construction, ça a été développé dès le début du projet. Quand on s'est assis avec l'entrepreneur au début, lui son rôle, c'était de prendre du temps et de déterminer dès le début comment il allait construire ça. Parce que ça a une influence sur comment on va concevoir notre pont. Donc, il y avait trois façons qu'on avait discuté. C'était soit que le pont allait être lancé d'un côté, donc érigé d'un côté puis lancé. C'est une technique qui est faisable, mais qui est quand même assez difficile parce que tu dois avoir un gros contrepoids pour pouvoir lancer un pont sur 70 mètres. Mais c'était quand même une option. L'autre option, c'était d'utiliser une grosse grue, puis de préfabriquer le pont, puis de rentrer en place. Mais ça aussi, c'était des coûts qui étaient importants. La troisième option, c'était une option qu'on a fini par choisir. C'était la plus économique, mais il y avait une contrainte environnementale. Donc, il a fallu faire une démarche auprès du ministère de l'Environnement pour obtenir la permission. Et du moment qu'on a eu l'acceptation, mais c'était évident qu'on allait choisir celle-là, le ministère de l'Environnement nous permettait de construire un îlot temporaire pendant l'hiver seulement, juste pendant entre des mois spécifiques, là, je pense que c'était décembre et mars. On avait le droit de remplir la rivière de gravier, faire un îlot temporaire et construire notre pont avec cet îlot-là. C'était évidemment la solution la plus économique, mais c'est ça, côté environnement, il y avait un impact qui était acceptable selon eux. Il fallait absolument enlever le tout pour le début du printemps parce que c'est là que les poissons commençaient à réapparaître. Donc, je vais juste revenir. En fait, la première étape, on a construit l'îlot temporaire. Ensuite, on a construit un pont temporaire. À cette période-là, on faisait beaucoup de ponts forestiers de toutes sortes de longueurs, là, allant de 5 à 20 mètres, 25 mètres. Et on avait, Nordic avait, Chantier Supremo avait dans leur cours 2 ponts déjà préfabriqués de 25 mètres qui étaient prêts à être utilisés. Donc, on les a empruntés temporairement pour le chantier. Et ils ont installé ces 2 ponts-là. Fait que c'est beaucoup plus simple d'installer un pont de 25 mètres que 70 mètres. Et ça permettait d'avoir un accès au centre de l'îlot temporaire pour venir installer une grue et faire l'installation des poutres. Fait que, ce qui a été fait, c'est que la portion centrale du pont est installée en premier, le caisson central sur 2 chevalets. Ensuite, les caissons d'extrémité ont été rajoutés. Nous, en termes d'ingénierie, on devait valider que pendant chacune des étapes de construction, que nos poutres avaient la capacité requise, les chevalets, etc. Donc, on a eu beaucoup de vérifications à faire par rapport à ça. Surtout également parce que pendant la fabrication, nos armes n'étaient pas là, nos panneaux de CLT n'étaient pas installés, fait qu'on fallait valider que nos poutres de caissons pouvaient supporter le poids des caissons sans les armes, entre autres. Là. Ici, on voit un croquis qui illustre les panneaux qui ont été rajoutés au chantier. Donc, ce qui est en gris, c'est ce qu'on ne pouvait pas installer en usine, puis qu'ils ont fait sur place. Ici, on voit une photo pendant l'érection. Donc, on voit l'ouvrier à droite qui est en train d'installer la pin de connexion. Ça a super bien été. Ils n'ont vraiment pas eu de problème du tout à installer les pins. Ça a été l'avantage du bois lané collé CLT, c'est que tout est usiné avec des machines CNC. Ça a une précision absolument incroyable. C'est aussi précis que l'acier. Donc, faire des joints à tight fit, c'est vraiment pas un problème avec ce type de bois-là. On voit ici d'autres photos pendant l'érection. Bon, une fois que les poutres de caisson ont été installées, ils ont installé le platelage. On voit une photo en train d'enlever l'îlot temporaire. Ils sont en train d'enlever tout le gravier qu'ils ont mis dans la rivière. Bon, une des dernières étapes, c'est qu'on a installé un revêtement sacrificiel et architectural sur le côté de notre pont. Donc, on a installé des planches de pin
d'épinettes plutôt, sur le côté, avec un certain dégagement. Donc l'air peut rentrer derrière ce revêtement-là, puis rentrer dans notre caisson à travers nos trous qu'on a. Fait que ça, c'est vraiment, ça peut être remplacé au besoin, mais protège, encore une fois, toujours dans la stratégie d'éviter que l'eau atteigne directement notre structure principale. Ça protège de la pluie. Donc, on a notre membrane en haut qui protège, puis de côté, on a notre revêtement sacrificiel. Une fois que le pont était terminé, on a fait des tests de chargement. On voulait valider que notre modélisation était adéquate et que la construction était représentative de ce qu'on pensait. Donc, on a développé un protocole de test avec le camion qui avançait tranquillement et on avait un arpenteur sur place qui prenait des mesures de déflexion. En 2012, ça c'était l'année que le pont a été terminé, on voit qu'il n'avait pas tout à fait terminé d'installer le revêtement. On a fait le premier test de chargement. On a commencé par un camion de 26 tonnes, ensuite un camion de 76 tonnes. On a pris nos mesures, on a ramené ça au bureau, on a validé dans nos modèles d'éléments finis et ça donnait vraiment des bons résultats qui étaient semblables à ce qu'on avait modélisé. Fait qu'on était satisfait avec la rigidité et la construction. Ensuite, en 2013, une année plus tard, on est retourné. Le pont n'avait pas vraiment été utilisé parce qu'il n'y avait pas encore, dans leur planification, le besoin d'aller exploiter la forêt. Donc, mais là, ils voulaient commencer. Donc, on est retourné un an plus tard. On a fait une inspection complète du pont. On est rentré dans les caissons pour voir comment tout performait. Tout performait très bien. Et on a fait un test de chargement. On a essayé d'atteindre 180 tonnes, qui est le camion de conception, mais on voit que même avec le camion complètement chargé, on a juste atteint 162 tonnes. Donc, il y a quand même un facteur de sécurité assez important qui est dans tout ça. Et les résultats, mais encore une fois, un an plus tard, les résultats étaient très, très bons, rapprochaient de nos modèles d'éléments finis, fait qu'on était très satisfaits. Et on voit ici les photos du pont complété. Il y a une autre photo. Peut-être avant de passer au prochain projet, s'il y a des questions, je vais peut-être ouvrir à la salle. Sinon, on peut continuer. Oui? Je voulais savoir, en fait, la première solution que vous avez optée. Est-ce que vous avez regardé d'autres idées de solutions, genre, je ne sais pas moi, un pont en béton, acier, etc. Pourquoi, en fait, vous avez choisi pour le pont en bois? Très bonne question. En fait, si ça avait été un projet normal, c'est sûr qu'on aurait évalué les différentes options puis on aurait choisi la plus économique. Exemple, si ça avait été un projet pour le ministère des Transports, c'est certain qu'on aurait fait des études de cas pour valider les avantages, désavantages, etc. de chacune des options. Dans ce cas-là, notre client, c'était Chantier Chibougamau, qui est un fabricant de bois. Donc, eux, il n'y avait même pas de question de faire ça en acier ou en béton. Ils venaient d'ouvrir leur usine de CLT, fait qu'ils voulaient premièrement utiliser leur CLT. Et la route des Montiches, que je vous ai montré au début, elle s'en venait. C'est en 2013-2014 qu'a commencé cette route-là. Donc, Chantier Chibougamau voulait investir dans un pont qui était un peu un showcase pour montrer au ministère que, regarde, on est capable de faire ça. Pour votre route là, qui s'en vient, là, on peut vous faire des ponts. Puis en fait, ça a tout à fait fonctionné parce qu'on a fini par faire 16 ponts en bois, puis un autre, fait que 17 ponts sur la route des Montiches. Fait que c'était un projet démonstrateur. Mais je peux vous dire que c'est certainement pas plus économique qu'un pont en bois, en acier, avec des poutres très simples. C'est quoi, on parle d'un ordre de grandeur de combien? Si par exemple on avait pris pour un pont en béton, par exemple. Non. Il y a quelques trucs qui rentrent dans toute l'équation. Premièrement, un des avantages du bois pour ce chantier-là, c'est que le bois est à 2 heures de l'usine versus l'acier où le béton serait venu du sud, puis ça aurait été des frais de transport plus élevés. Fait que ça, c'était un des avantages du bois. Le concept de bois, de poutre caisson qu'on a fait, une fois terminé, les gens à l'usine, ayant fait tout le travail qu'ils ont fait, vous avez vu le nombre de vis et toute la complexité, je jugeais que ce n'était pas nécessairement la meilleure solution économique pour du bois. Donc, à refaire ce projet-là en bois, est-ce qu'on irait avec la même solution? Probablement pas. Mais pour mettre en contexte,
j'ai pas les chiffres exacts du coût de construction parce que c'était un peu... tu sais, étant donné que c'était leur propre produit et que c'était leur main-d'œuvre, etc., on n'est pas sorti dans l'appel d'offres, on n'a pas des soumissions, etc. Mais hors de grandeur, je crois que c'est aux alentours de 3 millions pour le pont en bois qu'on a construit. En acier, je lance des chiffres, mais à mon avis, ça aurait été aux alentours de 2,5 peut-être. Fait qu'il y avait, à mon avis... mais c'est dur à dire parce qu'on n'a pas fait de l'évaluation en acier ou en béton. J'imagine le coût le plus important, en fait, c'est l'installation. Parce qu'en fait, on a vu, il y a beaucoup de vis, il y a beaucoup, en fait, Ouais. c'est ça, en fait, Au chantier, ça a super bien été et ça a été très, très rapide parce que tout était presque préfabriqué en usine. Mais c'est vraiment le temps d'usine qui est très, très long, effectivement. Là. Toutes les vis, ça, c'est une à la fois. Puis, ouais. Fait que oui, le coût en usine. ma curiosité, en fait, ça a pris combien pour l'installer sur le chantier, le temps? C'est combien? Combien de temps? Combien de temps, ouais. On voit, c'est facile quand même. Ben, c'était très vite. Là. Ils ont commencé en janvier. On a commencé la conception en juillet. On avait des plans en concept autour de novembre. Pendant ce temps-là, ils ont peut-être commencé en septembre à fabriquer des panneaux et tout ça. On feedait, dès qu'on avait de quoi, on les feedait. Ils commençaient à construire, à fabriquer. Si je me rappelle bien, c'était peut-être un mois et demi max, incluant les culées. C'était vraiment très rapide. Là. Fait que... J'ai une dernière question, s'il n'y a pas dans l'assistance une autre personne, parce que je ne voulais pas monopoliser en fait la parole. Je voulais savoir, en fait, on a vu tout à l'heure, vous avez montré en fait l'expérience norvégienne, ça fait longtemps en fait qu'ils font ça, donc ils utilisent le produit, je n'ai pas retenu son nom. Créosote. Ouais, ouais. Et nous, ici au Canada, qu'est-ce qu'on utilise? C'est vrai, en fait, vous avez dit tout à l'heure, donc c'est pas, ça ne respecte pas les normes, donc on est derrière ça. Donc, par rapport à votre pont, mis à part en fait la protection, en fait le bois sacrificiel, Ouais. vous rajoutez, mis à part en fait la membrane, que vous mettez Ouais. par-dessus tout ça. Y a-t-il un produit qu'on rajouterait de plus? Ouais. On a vu en fait qu'il y a une couche d'aluminium qui met en fait. Ouais, ouais, ouais. Là, Il y a des salles. c'est l'expérience 2013. Ouais. Vous avez développé d'autres idées depuis. Ouais. Il y a des scellants qui existent sur le marché qui sont à base plus naturelle là, qui ont moins d'impact sur l'environnement. Je ne suis pas un expert en scellant, mais je crois que le créosote, c'est quand même celui qui est le plus efficace. Okay? Je sais que prochainement, dans la norme S6, parce que je travaille sur le comité, il va y avoir une certaine discussion dans la norme qui va parler du créosote et qui va même référer à un fichier de calcul pour évaluer l'impact de l'utilisation du créosote sur l'environnement, pour voir si ça rentre à l'intérieur d'un paramètre qui serait acceptable. Mais mis à part le créosote, il y a des scellants qui existent. Il y a des bons scellants qui existent. Sur des ponts qu'on a utilisés, on a utilisé des scellants qui existent sur le marché. On est en train d'en construire un pont présentement pour Parc Canada dans le parc de la Montmorency. Et là, on utilise un scellant sur un clear coat. Ouais. Celui-là, est-ce que vous avez utilisé un scellant? Oui, il y a un scellant dessus qui a été appliqué en usine. Ouais. Et en utilisant un scellant, c'est une durée, ça compte la durée de vie Du scellant? du pont lui-même. Oh, la durée de vie attendue? Oui. On s'attend, tu sais, quand on construit un ouvrage de même, on s'attend à avoir une durée de vie d'au moins 50 ans. Évidemment, on n'a pas, il n'y a aucune façon de garantir ça. Ça fait que c'est un projet pilote en même temps. Là. Tous les projets de pont, c'est des projets de pilote. Mais nous, on s'est dit, en protégeant le bois à l'intérieur de toute exposition, il n'y a aucune raison pourquoi que la durabilité ne serait pas 50 ans sur la structure principale. Puis évidemment, la surface de roulement puis probablement le revêtement sacrificiel serait à remplacer selon les conditions d'utilisation. Ouais. Oui, maintenant, votre expérience, la première expérience. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce qui t'a limité, en fait? Si vous avez à reconstruire ce pont-là, qu'est-ce qui t'a limité? Certainement, je ne sais pas, pour un départ, on aurait dû le faire de telle façon. C'est une bonne question. Mais je pense qu'on a appris par rapport à le temps d'exécution en usine, là, que, à la blague, à l'usine, ils disaient qu'on aurait dû faire une poutre pleine, puis ça aurait été plus simple. Probablement pour eux.
Mais en termes de poids et tout, tu sais, je ne suis pas convaincu, là, mais à la blague, c'est ce qu'il disait. Fait que probablement, tu sais, pour améliorer ce concept-là, ça serait d'essayer de trouver des solutions qui permettent des bonnes portées, mais un assemblage plus simple. Là. Ouais. Moins de temps d'assemblage, en fait. Ouais. Ouais. Merci. Ça fait plaisir.